Bonjour. Nous allons présenter donc les approches basées sur les droits de l'homme et le genre. Ce séminaire comprend donc deux chapitres. Le premier chapitre consacré à l'approche basée sur les droits de l'homme et le deuxième chapitre qui est consacré sur l'approche axée sur le genre. La protection des droits de l'homme et la lutte contre les discriminations constituent donc des enjeux majeurs qui obligent tout État à articuler ses politiques et programmes sur les approches basées sur les droits de l'homme et l'approche genre comme des éléments substantiels du respect de ses engagements internationaux. Ces approches sont complexes dans la mesure où, dans bien des cas, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, comment intégrer les droits de l'homme dans les politiques publiques. Mais le plus important, c'est, je dirais, c'est de comprendre que chaque action publique, chaque politique publique, doit prendre en compte les principes des droits de l'homme. C'est ça, prendre en compte les principes des droits de l'homme, intégrer les droits de l'homme dans l'élaboration, l'exécution et l'évaluation de l'action publique. Intégrer la question du genre dans l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des politiques publiques. L'approche basée sur les droits de l'homme constitue donc un cadre dans lequel s'inscrivent les activités des organisations internationales comme les Nations Unies, mais les activités également des États. C'est un cadre conceptuel du développement humain dont la base normative est constituée par les règles internationales définies dans le domaine des droits de l'homme. Ce cadre vise donc à promouvoir et protéger les droits de l'homme dans le cadre des politiques et actions publiques. L'ensemble des organisations internationales, l'ensemble des agences des Nations Unies est appelé à promouvoir cette approche basée sur les droits de l'homme. Il s'agit donc de promouvoir une compréhension commune des Nations Unies en matière d'approche fondée sur les droits de l'homme. Cette compréhension commune permettra donc de faire de telle sorte que lorsque l'État élabore un programme, un projet ou une politique publique, qu'il soit conscient de ses engagements en matière de droits de l'homme et puisse les intégrer dans sa démarche programmatique. Les objectifs du développement durable 2015-2030 ont donc renforcé cette idée, ce cadre conceptuel, qu'il n'y a pas de développement sans respect des droits de l'homme et vice-versa. En ce qui concerne l'approche genre, elle suppose de considérer les différentes opportunités offertes aux hommes et aux femmes, les rôles sociaux qui leur sont assignés et les relations qui existent entre eux. Le genre, issu de l'anglais gender, est un concept sociologique utilisé dans une acceptation différente de la grammaire. Il se traduit en français par les rapports sociaux de sexe ou encore par les rapports socialement et culturellement construits entre hommes et femmes. Lorsqu'on parle de genre, on parle du sexe social, construit socialement par la socialisation qui induit certains comportements ou certaines attitudes. Le genre est une notion qui fait référence à une construction politique et sociale de la différence des sexes. Il est interactif et transversal, il opère dans toutes les sphères de la société. Autrement dit, le genre renvoie à la classification sociale et culturelle entre masculin et féminin. Par conséquent, le concept de genre sous-tend que les rapports entre femmes et hommes est construit par l'ensemble des processus de socialisation. Pour reprendre un peu ce que Simone de Beauvoir disait, on n'est pas femme, on le devient, de même on n'est pas homme, mais on le devient par l'ensemble du processus de socialisation familiale, scolaire et professionnelle. Ainsi donc le genre permet d'analyser les choses en mettant en évidence les rapports entre femmes et hommes, en comprenant que ces rapports, qui sont des rapports sociaux, sont le fruit d'une construction sociale également, car ils ne sont pas naturels, selon cette philosophie. Ainsi, les différences systématiques entre femmes et hommes ne sont-elles pas le produit
d'un déterminisme biologique, mais bien souvent une construction sociale. Les rapports sociaux de sexe s'expriment à travers la division du travail. Cette division prend deux formes, la séparation et la hiérarchisation. En effet, il faut noter que le genre renvoie donc aux catégories sociales féminines et masculines et non aux catégories sexuelles hommes et femmes. La relation donc de genre sont des relations dynamiques et non pas fixes. Elles sont variables et peuvent se transformer, évoluer et s'inscrire dans le changement social. On peut donc dire que le genre est intimement lié à tous les aspects de la vie économique et sociale quotidienne et le sexe marque les caractéristiques biologiques, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les caractéristiques permanentes et immuables des hommes et des femmes, communes à toutes les sociétés, à toutes les cultures. Mais le genre, par contre, se réfère aux caractéristiques qui se sont forgées tout au long de l'histoire des relations sociales. Les différences de genre sont socialement édifiées et inculquées sur la base de la perception que les différentes sociétés ont des différences physiques et des présupposés goûts, tendances et capacités des hommes et des femmes. Les relations de genre sont alors définies comme des mécanismes particuliers à chaque culture qui déterminent les fonctions, les responsabilités assignées aux uns et aux autres. Par ailleurs, la violence basée sur le genre ou la violence sexo-spécifique est la violence dirigée spécifiquement contre un homme ou une femme du fait de son sexe ou qui affecte les femmes ou les hommes de façon disproportionnée. Les rapports hommes-femmes étant la plupart du temps régis par une relation de pouvoir inégale où les hommes ont un rôle social dominant, ce sont les femmes qui sont le plus souvent les victimes de ce type de violence. De façon générale, ce phénomène s'explique par une inégalité patente entre hommes et femmes, souvent matérialisée par un rapport de force omniprésent, laissant place à des démonstrations de violence à l'encontre des femmes. C'est pour cette raison que la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes la définit comme tout acte de violence fondé sur l'appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux femmes des préjudices ou des souffrances physiques ou psychologiques et comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou la vie privée. Voilà donc les éléments essentiels qu'il faut comprendre. En ce qui concerne donc les droits de l'homme, on peut dire qu'il y a les obligations, il y a trois types. Il y a respecter, protéger et concrétiser les droits de l'homme. Respecter les droits de l'homme veut dire quoi? Signifie simplement ne pas faire obstacle à leur jouissance. Protéger les droits de l'homme signifie prendre des mesures pour veiller à ce que les tiers ne fassent pas obstacle à la jouissance. Enfin, concrétiser les droits de l'homme signifie prendre des mesures pour réaliser progressivement les droits en question. Cette obligation, la concrétisation des droits de l'homme, se subdivise parfois en celle de faciliter et celle d'assurer la réalisation de droits considérés. En d'autres termes, l'État est tenu de prendre l'initiative d'activités propres à renforcer l'aptitude des personnes à répondre à leurs propres besoins, par exemple en créant des conditions dans lesquelles les marchés peuvent fournir des services de soins de santé requis, etc., etc. Donc, les droits de l'homme doivent par conséquent être considérés comme des référentiels substantiels de toute action publique, de toute politique publique. Parlons donc d'abord de l'approche basée sur les droits de l'homme. L'approche fondée sur les droits de l'homme est née d'un constat d'échec des politiques de développement dans les années 1980. Elle a conduit donc à un changement de paradigme dans la coopération au développement. On a donc compris que les hommes ne sont plus seulement l'objet d'une aide programmée en amont par des instances décisionnaires, mais doivent être considérés comme étant des acteurs à part entière du développement. L'action publique n'est plus conçue en termes de compensation ou d'assistanat, mais au regard de la mise en œuvre des droits fondamentaux. Cette approche s'est donc progressivement étendue à tous les domaines de l'action des États, y compris au niveau national. Les États doivent donc aller au-delà de l'obligation de protéger, de respecter et de faire respecter les droits de l'homme qui leur incombent en vertu des règles internationales contenues dans les grandes conventions. Ils doivent placer les droits de l'homme
au cœur des processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques. En d'autres termes, les États doivent rendre compte à l'égard de la mise en œuvre des droits. Les droits de l'homme ne doivent plus être considérés comme des éléments mineurs ou périphériques des politiques publiques. C'est plutôt l'ADN des politiques publiques. En ce sens, les États doivent donc, pour comprendre l'approche basée sur les droits de l'homme, faire de cette approche un élément, un cadre conceptuel de leur politique dans tous les domaines de la vie publique. L'objectif donc de cette approche, c'est de garantir la réalisation effective des droits de l'homme pour tous, y compris les plus démunis. Autrement dit, il s'agit de réaliser pleinement l'ambition inscrite au cœur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'abord, qu'est-ce qui justifie et quels sont les objectifs de l'approche basée sur les droits de l'homme? Il existe une double justification d'une approche fondée sur les droits de l'homme. D'abord, on doit reconnaître que c'est un choix d'un point de vue moral aujourd'hui. En plus, il y a la justification pratique de cette approche. Si l'on admet qu'elle conduit à une amélioration et une durabilité accrue des résultats obtenus sur le plan du développement humain. Sur le plan éthique, la question de la valeur ajoutée met en cause essentiellement l'argument pratique. Parce que le développement, c'est pour l'homme. On ne peut donc pas parler de développement sans prendre en compte l'universalité des droits humains. Puisque le développement vise l'homme, on ne peut donc pas définir des stratégies de développement sans intégrer dans ces stratégies la dimension de la dignité de l'homme qui est visé par ces politiques. Il y a donc la garantie du primat de la dignité humaine qui doit être au cœur de l'action publique. L'approche basée sur les droits de l'homme vise donc à promouvoir une vision, une lecture positive des droits de l'homme pour les mettre au cœur de l'action publique. Il ne s'agit plus pour l'État de protéger les droits de l'homme simplement par des textes, etc., etc. Mais cette approche implique de dépasser cette conception textuelle des droits de l'homme et d'en faire une démarche pratique et pragmatique, c'est-à-dire d'imposer aux décideurs publics une prise en compte systématique des droits de l'homme dans l'élaboration et la mise en place des politiques publiques. On peut donc considérer que les droits de l'homme ont une place prépondérante dans l'action publique. Cette prépondérance se justifie par l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits de l'homme, sur lesquels repose cette approche. La lutte contre la pauvreté ne doit pas se limiter à l'aspect matériel aux difficultés économiques des personnes, mais doit également, par exemple, couvrir non seulement les incidences de ce fléau sur l'éducation, la santé et le logement, mais aussi la participation à la gestion des affaires publiques. Oui. Donc, il y a une dimension interdépendante. Lorsqu'on lutte contre la pauvreté, il ne suffit pas de fournir quelques biens et services, mais il y a l'interdépendance, il y a l'universalité, l'individualité des droits de l'homme. La lutte contre la pauvreté, dans les perspectives de développement, doit également prendre en compte l'idée que cette lutte ne sera efficace que si les bénéficiaires eux-mêmes participent de manière directe ou indirecte à la gestion des affaires qui les concernent. On peut donc sur ce terrain dire que l'approche fondée sur les droits de l'homme implique directement les populations dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Il s'agit donc de considérer les populations non plus comme des simples bénéficiaires, mais comme des acteurs de l'action publique. Les populations participent donc à l'élaboration, l'exécution et l'évaluation de l'action publique. L'aide
doit donc correspondre aux besoins exprimés, aux volontés exprimées, mais également aux méthodes de gouvernance participative qui font que les intérêts des uns et des autres sont pris en compte sans discrimination dans la gestion des affaires publiques. Dès lors, on peut donc dire qu'il existe des principes directeurs de l'approche basée sur les droits de l'homme. Ces principes issus des conventions internationales relatives aux droits de l'homme sont regroupés au sein de l'acronyme anglais PANEL. On parle de PANEL. PANEL veut dire quoi? Pour dire en termes simples, c'est la participation, la responsabilité, la non-discrimination, l'autonomisation et le respect des normes internationales. Donc c'est la participation, la responsabilité, comme on dit accountability en anglais, donc c'est le A de panel. Le N veut dire non-discrimination. Le E de panel, c'est empowerment, c'est-à-dire l'autonomisation. Et le L, c'est le respect de la loi, c'est-à-dire le respect des normes internationales. En anglais, on dit law. Donc vous avez panel, et ce sont les 5 principes de l'approche basée sur les droits de l'homme. Le principe de participation part du postulat qu'il existe une manière de faire et qu'il est impossible d'améliorer les conditions de vie des individus et des communautés sans les impliquer dans la définition de leurs besoins. L'on ne peut pas concevoir le développement loin de ceux qui doivent en bénéficier. Non seulement cette exigence de participation peut se prévaloir d'une référence normative, puisqu'il y a un principe de participation qui est consacré par le droit international, mais également, cela évite notamment les échecs et les effets pervers des initiatives publiques qui bien souvent sont imputées aux bénéficiaires, mais en fait on sait que ça a été élaboré de manière bureaucratique. Le deuxième principe, c'est le principe de responsabilité. Le principe de responsabilité rappelle que les États sont débiteurs d'obligations internationales au titre des conventions relatives aux droits de l'homme. Ils doivent donc rendre compte de ces obligations, de la réalisation de ces obligations. Rendre compte implique de justifier l'issue d'une action publique qui est menée. Il faut donc, en la matière, être responsable. Le troisième principe, c'est le principe de non-discrimination. Ce principe vise à attirer l'attention des instances chargées de mettre en œuvre les droits sur la nécessité de tenir compte à tous les stades d'une action publique ou d'un projet public que les dispositifs d'accès aux droits, que ce soit en amont jusqu'à la protection en aval, doivent intégrer l'idée des personnes qui sont en situation de marginalisation ou d'exclusion. Ces personnes ne doivent pas subir des discriminations. Il faut donc voir comment, lorsqu'on élabore une politique publique, ne pas laisser des personnes de côté. C'est le principe L1B qu'on a vu avec l'action humanitaire. Ne pas laisser quelqu'un de côté. Les politiques et les actions publiques doivent être inclusives. Elles doivent être non discriminatoires. Le quatrième principe, c'est le principe d'autonomisation, l'empowerment, comme on dit en anglais. Ce principe implique de renforcer les capacités d'action des groupes sociaux en situation de vulnérabilité, quelles que soient les causes, que ces causes soient financières, intellectuelles, physiques ou psychologiques. Ainsi donc, l'approche basée sur les droits de l'homme, au nom de ce principe, doit impliquer des groupes dans l'analyse des besoins, dans l'élaboration des moyens d'y répondre, et les bénéficiaires doivent être en position d'exiger de l'État et d'autres débiteurs d'exiger l'obligation de respecter les droits. Parce que l'État se sont engagés au titre des conventions internationales. Et on doit prendre l'État au mot. Parce que ce sont les mots qui ne sont pas respectés
qui explique les mots MAEX. Il faut donc l'autonomisation et ce terme signifie qu'il faut autonomiser les personnes, mais leur redonner du pouvoir dans la mise en œuvre de l'action publique. Enfin, cinquième principe, le respect des normes internationales. Ce principe renvoie aux règles et principes contenus dans les textes internationaux qui constituent le cadre de référence pour les droits de l'homme. C'est pourquoi il convient d'abord d'identifier l'ensemble des droits en cause afin d'élaborer une stratégie qui vise à garantir l'effectivité et l'efficacité des droits de l'homme dans toute action publique. Il faut également noter que l'approche basée sur les droits de l'homme est une approche transversale. C'est une approche transversale dans ce sens qu'elle couvre l'ensemble des plans politiques et processus de développement. Et cette transversalité implique que les choix d'une approche fondée sur les droits de l'homme et la prise en compte de la dimension sexo-spécifique sont complémentaires et fonctionnent en synergie. Il est donc possible de les mener à bien conjointement sans conflit ni double emploi. On ne doit pas opposer l'approche basée sur les droits de l'homme avec l'approche sexo-spécifique. Les deux vont ensemble. Voyons donc de façon opérationnelle quel est ce cadre, l'approche basée sur les droits de l'homme. Il est d'abord, premièrement, la mise en œuvre efficace de l'approche basée sur les droits de l'homme. Cette mise en œuvre de l'approche basée sur les droits de l'homme est nécessairement basée sur la participation efficace et éclairée aux décisions touchant les droits de l'homme. Participation efficace et éclairée. Le principe d'une participation consentie, efficace et éclairée constitue une norme internationale à respecter dans l'élaboration de toute politique publique. Ensuite, il y a le principe de la responsabilité du débiteur que nous avons évoqué, ce qu'on appelle la accountability en anglais. C'est un cadre de référence qui est normé, qui justifie donc que lorsqu'on mène une action publique, les pouvoirs publics doivent rendre compte de ce qu'ils font. Ils doivent rendre compte de ce qu'ils font. Et rendre compte pas de façon théorique, mais sur la base des indicateurs qui ont été définis et qui consacrent le primat des droits de l'homme. C'est ça, rendre compte. Rendre compte des choix qu'on opère, rendre compte des résultats qu'on obtient sur la base de ces choix. Mais l'approche est également dans une dynamique de l'efficience, c'est-à-dire on doit obtenir les meilleurs résultats au moindre coût. C'est ça que vise l'approche basée sur les droits de l'homme. Que ce soit dans le secteur de l'eau, qu'on a évoqué tout à l'heure, l'eau et l'assainissement, que ce soit dans d'autres secteurs, comme celui de l'intégration des droits de l'homme dans les politiques de développement, on doit avoir à répondre à quelques questions essentielles. Qui a été laissé pour compte et pourquoi? Donc c'est l'analyse des causes. À quoi ont-ils droit? À qui appartient-il d'intervenir? L'analyse des rôles. De quelle capacité les responsables et les citoyens ont-ils besoin pour agir? C'est l'analyse des capacités. Donc l'analyse des causes, l'analyse des rôles et l'analyse des capacités sont des questions essentielles qui structurent les trois étapes de mise en œuvre de l'approche basée sur les droits de l'homme. L'analyse des causes comme première étape, l'analyse des rôles comme deuxième étape et l'analyse des capacités manquantes comme troisième étape. Je vous renvoie à une autre pratique du PNUD sur l'évaluation des capacités pour comprendre mieux, de façon détaillée, ce qu'on entend par l'analyse des capacités manquantes. On doit enfin intégrer les droits de l'homme dans la gouvernance des entreprises. Cette question est souvent mise de côté, mais c'est essentiel de comprendre que les entreprises aujourd'hui ont un poids économique considérable. Et
les entreprises constituent un organe de la société. À ce titre, la Déclaration universelle est claire. Elle s'adresse aux organes de la société, c'est-à-dire l'État, mais les autres organes de la société. L'entreprise est un organe de la société. L'on voit aujourd'hui, en termes d'accumulation du pouvoir économique, les grandes entreprises multinationales pèsent plus que les États. Pèsent plus que les États. Et il est donc inconcevable que les entreprises ne puissent pas intégrer dans leur démarche la question des droits de l'homme. D'où l'adoption par le Conseil des droits de l'homme en 2011 des principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme, qui stipulent que les entreprises doivent éviter de porter atteinte aux droits humains et doivent remédier aux impacts négatifs sur les droits humains auxquels elles sont impliquées. C'est donc pour elles une obligation que de respecter les droits de l'homme en tant qu'organe de la société, et basé sur ce qu'on appelle la diligence raisonnable des entreprises en matière de droits de l'homme, ce qu'on appelle en anglais la due diligence. Cette due diligence, on le verra dans l'enseignement sur l'entreprise et les droits de l'homme, est fondée sur un certain nombre de normes, qu'il s'agisse des règles définies par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qu'il s'agisse des règles définies par l'Organisation internationale du travail ou par d'autres institutions, les entreprises ont l'obligation de respecter les droits de l'homme. C'est donc pour elles un engagement en termes de responsabilité sociale que d'intégrer les droits de l'homme dans leur stratégie économique. Deuxième partie de ce séminaire, c'est l'approche axée sur le genre. L'approche axée sur le genre, comme je l'ai indiqué dès le départ, le genre est une notion qui fait référence à une construction politique et sociale de la différence des sexes. Autrement dit, le genre renvoie à la classification sociale et culturelle entre le masculin et le féminin, je l'ai dit. On peut donc, dans un premier temps, dire qu'il y a les différentes approches de genre dans le cadre conceptuel de l'approche genre. Ces différentes approches nous montrent que dans de nombreuses sociétés, le rôle des hommes implique des travaux qui sont évalués et considérés comme dans les systèmes de comptabilité nationaux, alors que les femmes sont reléguées dans les travaux domestiques et ménagers. Les femmes s'occupent de la communauté, accomplissent des travaux pratiques, des travaux manuels, etc. etc. Et ça, ce sont des stéréotypes. Le stéréotype est une opinion sur une catégorie d'individus qui le plus souvent ne se fondent sur aucune expérience, aucune connaissance personnelle, mais se bornent à reproduire des jugements répandus. Les stéréotypes sont toujours discriminatoires, même s'ils semblent au premier abord valoriser un sexe ou un groupe social. L'égalité des genres, ou l'égalité homme-femme, recouvre donc la notion selon laquelle tous les êtres humains, hommes et femmes, sont libres de développer leurs aptitudes personnelles et de faire leurs propres choix sans qu'ils ne soient bridés par les stéréotypes, par la division rigide des rôles et des préjugés. Ce qui signifie que les comportements, les aspirations, les besoins des différents hommes et femmes sont de manière égale pris en compte, valorisés et encouragés. L'objectif d'égalité suppose, deuxièmement, la mise en œuvre des politiques en faveur de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. L'égalité des chances doit donc permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier des mêmes conditions pour avoir un accès égal aux mêmes ressources, que ce soit dans la vie quotidienne, dans la vie familiale, sur le marché de l'emploi, dans la sphère publique, pour accéder aux responsabilités politiques. Tout le monde doit avoir les mêmes opportunités. Et c'est de là que vient donc ce concept de parité, qui signifie que chaque sexe est représenté à égalité. La parité est donc un instrument au service de l'égalité. La parité doit être perçue, conçue comme une condition nécessaire de l'égalité,
même si elle n'est pas suffisante. Ainsi, par exemple, une assemblée peut être paritaire, mais si les hommes occupent toutes les fonctions de décision et les femmes celles d'exécution, on dira que cette assemblée est paritaire, mais elle est inégalitaire. C'est le cas dans beaucoup de gouvernements ou de parlements où les femmes restent cantonnées à des délégations ou des commissions traditionnellement affectées à la famille, enfance, affaires sociales. Non. La parité est un instrument de l'égalité. C'est une condition, mais ce n'est pas nécessaire. Certains pays se sont donc engagés sur la voie des quotas, les partis politiques réservant un pourcentage, par exemple, de sièges aux femmes. Mais la politique des quotas, pour beaucoup, elle est antidémocratique, elle est même discriminatoire, puisqu'elle permet à une personne d'être élue alors qu'elle n'est pas celle qui a obtenu le plus de votes populaires. Il y a donc une controverse sur cette politique des quotas. Pour d'autres, tels qu'Elisabeth Badinter, le principe d'universalité sur lequel repose la démocratie est nié par la représentation sexuée, la sous-représentation des femmes n'étant qu'une illustration de la sous-représentation de groupes sociaux. On peut donc parler ici de plafond de verre, puisque malgré une forte proportion de femmes à la base, leur présence est exceptionnelle au sommet de la pyramide, au sommet de l'État. Il faut donc comprendre à quoi servent donc ces quotas. Comment la parité peut contribuer à l'égalité. On peut également débattre de ces questions dans le cadre du développement. Dans les années 1980, apparaît une deuxième approche, c'est le genre et développement, ou Gender and Development, le GAD. Elle se focalise sur les relations entre les hommes et les femmes, comme objet sur les relations inégales comme problème. Cette approche genre et développement comporte trois grands principes. Premièrement, les hommes et les femmes créent la société et la perpétuent et conditionnent la répartition des tâches. Cependant, les bénéfices et les souffrances sont mal partagés. Il faut donc accorder plus d'importance aux femmes parce qu'elles ont été plus désavantagées que les hommes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième principe est que les hommes et les femmes ont des rapports différents avec la société. Et malgré une certaine interdépendance, ces rapports fonctionnent souvent dans des secteurs différents de la communauté. C'est pourquoi leurs priorités et leurs perspectives sont différentes. À cause du rôle des genres, les hommes peuvent borner ou élargir les options des femmes, puisque les hommes se présentent comme les chefs, ceux qui décident. Troisième principe, c'est de dire que le développement se répercute de façon différente sur les hommes et sur les femmes. Et les femmes et les hommes exercent une influence différente sur les projets. Les deux doivent donc participer à l'identification des problèmes et des solutions si l'on veut faire avancer les intérêts de la communauté. Les femmes doivent donc être des parties prenantes majeures dans la conception des politiques, dans l'exécution et le suivi des politiques. Enfin, une troisième dimension qui est importante de l'approche genre, ce sont les violences basées sur le genre, ce qu'on appelle les VBG. La violence basée sur le genre est un terme générique qui désigne tout acte préjudiciable commis contre la volonté d'une personne et fondé sur des différences imputables à la société, c'est-à-dire qu'au genre. Le terme de VBG souligne donc la dimension genrée de ce type d'acte. Autrement dit, le lien entre le statut subordonné de la personne dans la société et sa vulnérabilité accrue. Les hommes sont aussi victimes des VBG. Ce sont les jeunes garçons. Parce que les hommes peuvent aussi être victimes de violences sexuelles. La nature et l'étendue des VBG varient selon les cultures, les pays et les régions. Les exemples les plus connus incluent les violences sexuelles, la prostitution forcée, le mariage forcé ou précoce, la violence domestique ou familiale, les pratiques culturelles ou traditionnelles préjudiciables, par exemple les mutilations, les crimes d'honneur, l'interdiction des veuves à hériter, etc. Tout ça fait partie des VBG, les violences basées sur le genre.
On peut donc dire que la violence basée sur le genre est l'une des violations des droits de l'homme les plus étendues, si on prend en compte tout ce que je viens de dire. Elle peut adopter différentes formes, physiques, sexuelles, psychologiques ou encore économiques. Elle ne reconnaît ni frontières, ni âge, ni culture, ni richesse, ni emplacement géographique. Cette violence disproportionnée contre les femmes a lieu à la maison déjà, dans les rues, dans les écoles, au travail, dans les camps des réfugiés, partout. Elle n'est pas localisée à un seul endroit. On peut donc comprendre que la violence sexuelle est fréquente dans des contextes de crise humanitaire surtout. Elle doit donc être prise en compte dans l'élaboration de l'action humanitaire. On peut donc l'analyser plus en profondeur en ce qui concerne les pratiques liées au genre dans le domaine du travail, déjà. Dans toutes les sociétés, les hommes ou les femmes ont des activités distinctes, ils assument des responsabilités différentes au sein du ménage. Donc dans le domaine du travail, on peut déjà regarder cette violence. On peut voir déjà les rapports genrés dans le domaine du travail. Mais on peut le regarder aussi dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, élément essentiel du développement. Les femmes ont subi beaucoup plus cruellement que les hommes les réductions des postes de travail dans la fonction publique, dans les services, etc. Lorsqu'on met en place des programmes d'ajustement structurel, ce sont les femmes qui sont les premières à être sacrifiées. Et c'est elles, pourtant, qui doivent en même temps parer aux défaillances et aux dysfonctionnements occasionnés par la raréfaction des ressources. Ainsi, on va donc parler d'une féminisation de la pauvreté qui est tangible dans nos sociétés. On peut aussi évoquer le genre dans le domaine de la vie familiale. Alors c'est encore plus prégnant. Dans les sociétés où les femmes se marient très jeunes et beaucoup plus précocement que les hommes, la subordination au mari est très forte et conditionne les possibilités d'instruction du travail et d'épanouissement de la femme. On voit très bien qu'un homme divorcé, séparé ou veuve se remarie ou se réinstalle en ménage plus aisément, plus fréquemment que le font les femmes, qui sont moquées. La femme seule a une responsabilité double, car d'une part, elle s'engage économiquement pour obtenir des revenus, et d'autre part, elle assume son rôle de femme au foyer. Donc, cette question, il faut l'étudier dans le cadre de la vie familiale. Mais aussi dans le domaine de l'environnement. Le genre est présent dans le domaine de l'environnement. Les dégradations de l'environnement, les changements climatiques ont un impact sur le genre. Les femmes sont les premières touchées par l'épuisement des ressources naturelles et par les conséquences des changements climatiques. Mais on peut aussi le regarder, toute la question du genre dans le domaine de la vie publique et des instances de décision. D'où la nécessité, dans l'élaboration des politiques de développement, d'intégrer l'approche genre comme une matrice de décision pour prendre en compte tous les problèmes que nous venons de développer. Alors, il y a, après avoir dit tout ça, on peut souligner qu'il y a aujourd'hui les extensions et les reconfigurations de l'approche basée sur les droits de l'homme et le genre. Certains veulent en faire une approche intégrée, c'est-à-dire fusionner l'approche axée sur le genre et l'approche fondée sur les droits de l'homme, et en faire une seule approche. C'est ce qu'on appelle l'approche basée sur les droits de l'homme et sur le genre. Il s'agit donc non plus de séparer l'approche basée sur les droits de l'homme avec l'approche basée sur le genre, mais de considérer qu'il s'agit en fait d'une seule approche qui doit être globale, transversale et inclusive, et qui doit donc permettre de transformer les relations fondées sur l'inégalité de pouvoir, et ceci dans tous les domaines, le domaine public, le domaine privé, et appliquer concrètement les droits de l'homme à toutes les personnes, hommes comme femmes. C'est donc cette approche intégrée qui, en dernier lieu, nous intéresse et mériterait une attention particulière. En conclusion, nous pouvons dire qu'une bonne programmation du développement exige des parties prenantes qu'elles soient redevables de l'obtention de certains résultats. Et ces résultats ne sont possibles que si on intègre l'approche basée sur les droits de l'homme et l'approche basée sur le genre. Il n'est donc pas possible aujourd'hui d'imaginer le développement sans
considérer le socle qui est la dignité humaine, qui elle-même, lorsqu'on parle de dignité humaine, doit également tenir compte de l'approche genre. Voilà les éléments essentiels qu'il convient de retenir en ce qui concerne les approches basées sur les droits de l'homme et les approches basées sur le genre.